Merci beaucoup pour cette invitation. Je dois dire que je suis particulièrement touchée à la fois de l'invitation et de l'actualité du sujet qu'on a enfin l'occasion de traiter aujourd'hui. Alors moi aussi j'ai fait quelques diapositives, donc je vais m'exercer à... Et voilà, c'est forcément dans le mauvais sens, voilà. Alors en effet, je ne sais pas si j'ai été talent de pédagogue, mais vous allez voir que je vais vous tenir des propos finalement très généraux sur ce que sont les recommandations de bonne pratique. Et je l'ai fait dans l'idée à la fois que c'est toujours important d'avoir une assez bonne connaissance de l'objet dont on va parler, et puis aussi parce que c'est une occasion pour nous de... soutenir l'importance du fait que les patients psychiatriques et la psychiatrie font partie de la médecine, font partie d'un ensemble extrêmement global, qu'on fait partie de la société, qu'à ce titre, c'est important de situer l'émergence de cet objet, les recommandations de bonne pratique, dans un certain courant historique dont je vais du coup vous dire un mot. Voilà, alors j'ai été présentée, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Juste un mot pour dire que je suis effectivement à présent, je collabore aux travaux de la HAS au travers de ma participation à la CRPPI, que j'ai rejoint avec Carole Demilly au printemps dernier, dans l'idée d'un certain de soutenir le dynamisme des travaux. Alors, les recommandations, du coup je ne peux pas lire, donc je vais reprendre, excusez-moi, mon diaporama. Les recommandations de bonne pratique, ce sont, vous le savez, des propositions développées selon une méthode explicite pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données. En quelque sorte, les recommandations de bonne pratique, ce sont la synthèse de l'état de l'art et des données de la science à un temps donné. Pour éclairer le sujet, comme je vous le disais, il m'a semblé important de situer l'apparition du développement des recommandations de bonne pratique dans un petit parcours particulièrement rapide de l'histoire de la médecine et pour essayer de vous faire comprendre comment finalement on est passé de pratiques fondées sur la clinique et sur des arguments d'autorité à des pratiques fondées sur une démarche scientifique médicale. Un premier tournant dans cette histoire de la médecine date du milieu du XIXe siècle avec Claude Bernard, qui a fondé une certaine vision de la médecine et des maladies, considérant que les maladies ont une cause, que cette cause peut être décrite dans une physiopathologie, et que le traitement, c'est le traitement qui va s'attaquer à la cause de la maladie. Alors ça marche très très bien et ça a eu un très grand succès pour toutes les pathologies infectieuses. C'est un modèle de la science médicale qui s'est imposé pendant très longtemps. Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout pour les pathologies complexes et que, bien entendu, ça ne marche pas du tout pour la psychiatrie. Et une rupture avec cette première vision d'une médecine scientifique est venue de l'application des méthodes statistiques à l'évaluation des soins. Et ce changement de paradigme a mis plus de la moitié du XXe siècle à s'imposer en médecine. L'idée de ce paradigme, c'est qu'un bon traitement, c'est un traitement qui marche. Et même si on ne sait pas très bien comment. Et un ensemble de méthodes a été progressivement élaboré, dont le gold standard, comme vous le savez, est l'essai contrôlé randomisé. L'essai contrôlé randomisé, vous le savez sans doute aussi, je vais me permettre de le redire, on prend un traitement, on prend une représentation de la population, un échantillon de la population sur laquelle le traitement est destiné. On tire au sort une moitié de cet échantillon qui va avoir le traitement, une moitié qui n'a pas le traitement. On compare les résultats après l'administration du traitement sur la santé des personnes et on voit l'effet du traitement. Ça peut paraître très simple, il y a énormément de problèmes méthodologiques qui sont inhérents à cette démarche et sur lesquels on reviendra un peu parce qu'elle a donné lieu à beaucoup de débats scientifiques. Toujours est-il qu'à partir des années 70, ces essais contrôlés randomisés sont devenus indispensables, en particulier pour qu'un médicament obtienne une autorisation de mise sur le marché. Le terme d'evidence-based medicine est apparu plus tardivement, en 1991, dans un papier qui est devenu célèbre de Gordon Guyatt, qui était un médecin canadien, interniste
et spécialiste en épidémiologie, qui a beaucoup œuvré pour l'evidence-based medicine. Et même si cette evidence-based medicine a fait l'objet de nombreuses critiques, sa pertinence, sa puissance pour atteindre un certain nombre d'objectifs a été telle que sa logique s'est imposée extrêmement largement dans le monde entier. Il y a maintenant des agences qui sont responsables de la conduite de la qualité des soins en reposant sur cette evidence-based medicine. J'étais là. Et cette démarche a été étendue à toutes les pratiques du soin, non seulement le soin du sanitaire, mais aussi l'accompagnement médico-social, l'accompagnement social. Et on peut même citer Estelle Duflo, qui dans le domaine de l'économie a utilisé cette méthodologie et l'a appliquée à la microéconomie pour révolutionner finalement l'approche d'un certain nombre de questions. Cette evidence-based medicine s'est également emparée de deux grandes dimensions qui organisent la logique. La première grande dimension, c'est bien sûr le point de vue du patient que Claire Compagnon nous rappelait. De façon très pragmatique, un bon traitement, c'est un traitement auquel le patient adhère, qui a du sens pour le patient. Et il est donc important de tenir compte de ses croyances et de ses préférences. Et puis le second facteur, c'est le facteur économique, c'est le coût des traitements qui pèse de plus en plus lourdement sur nos sociétés. Et à minima, les décideurs, pour soutenir la mise en œuvre d'un traitement, ont besoin, c'est leur devoir, bien utiliser les deniers publics, ont le devoir de veiller à ce que ces traitements aient fait la preuve de leur efficacité. Et c'est sans doute l'un des facteurs, le manque de développement, le manque d'inscription de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie française dans l'EBM, est sans doute l'un des facteurs explicatifs du manque de soutien financier jusqu'à ces dernières années de notre discipline. Cette logique de la gestion de la santé par la qualité des soins, c'est donc imposée un peu partout dans le monde avec le développement, je vous le disais, des agences de qualité. En France, l'AHAS a été créée en 2004 à la suite de l'ANES et a intégré, c'est quelque chose d'important, l'ANESM qui était auparavant dédiée au secteur médico-social et l'a intégré en 2007, ce qui pour les questions qui nous occupent nous donne à l'AHAS un périmètre d'action particulièrement intéressant et permettant d'articuler, on sait à quel point c'est important pour le parcours des personnes souffrant de troubles mentaux sévères, d'articuler les questions de l'accompagnement et les questions du soin. Donc, la médecine basée sur l'épreuve consiste à utiliser de manière rigoureuse, explicite et judicieuse les preuves actuelles les plus pertinentes lors de la prise de décision concernant les soins à prodiguer pour chaque patient. Et cette logique impose de mettre et de mobiliser à la fois les données de preuve, les préférences et le point de vue du patient, mais aussi, et c'est quelque chose qu'il faut toujours défendre et qu'il faut garder en tête, aussi l'expertise du clinicien qui va pouvoir tenir compte de la situation particulière de la personne à un moment donné pour mobiliser ces autres dimensions. Non, ça ne marche pas. Voilà. Alors, un tout petit mot technique pour vous dire que les preuves, bien entendu, ont une puissance qui est très différente en fonction des données de la science et de la robustesse des études qui ont donné lieu à ces preuves. Et il y a eu énormément de travaux qui ont conduit à la grille actuelle, qui est une grille consensuelle à un niveau international, sur le grade des recommandations. Lorsqu'il y a des connaissances scientifiques avec des études extrêmement robustes, des essais comparatifs randomisés de forte puissance, on considère que la preuve scientifique est établie et on va pouvoir donner un grade A à la recommandation qui s'appuie sur ces données, jusqu'à un niveau de preuve, par exemple de grade 4, dans lequel il y a des études comparatives de très faible puissance et il s'agit juste d'éléments d'éclairage apportés par la science sans qu'on puisse considérer que la recommandation a un grade élevé.
quelques éléments, je vous disais, sur les limites méthodologiques de l'approche par l'EBM et en particulier de la mise en avant des essais contrôlés randomisés qui sont mobilisés dans l'EBM, simplement pour souligner qu'aujourd'hui, on va utiliser beaucoup d'autres études que les essais contrôlés randomisés. On va utiliser, qui sont des méthodes quantitatives, on va utiliser des méthodes qualitatives, on va mobiliser l'accès à d'autres sources de données, en particulier au travers du SNDS, qui nous permet d'imaginer beaucoup d'autres éléments d'éclairage sur les pratiques de soins que les seuls essais contrôlés randomisés. Alors rapidement, dans les essais contrôlés randomisés, en fait, c'est pratiquement des situations de laboratoire. Les patients qui sont retenus ne sont pas du tout les patients qui vont bénéficier du soin en situation courante. Le cadre est particulièrement contraint d'utilisation du traitement. Les résultats statistiques portent sur un patient moyen. Il n'existe pas de patient moyen. Les différences individuelles ne sont pas prises en compte. Et puis certains types de soins, les soins complexes, et en particulier les soins qui nous intéressent en psychiatrie, ça marche très bien pour les médicaments, encore qu'il y a toutes les réserves dont je vous ai fait part, mais pour des soins complexes, par exemple les soins non médicamenteux, c'est particulièrement difficile de les standardiser, de les réappliquer de façon identique pour tous les patients. Un autre élément très important, c'est qu'on va regarder l'effet d'un traitement sur une variable de santé, un indicateur de santé qui va être l'indicateur de résultat. Et cet indicateur de résultat, on peut beaucoup discuter de sa pertinence. Est-ce qu'il est pertinent pour un traitement de la dépression de regarder l'intensité des symptômes ou la qualité de vie de la personne? Et c'est vraiment pas du tout le même indicateur. Voilà, il existe aussi des situations, et elles sont nombreuses encore en psychiatrie, même si on a beaucoup de données de preuves, dans lesquelles on n'a pas de réponse aux questions qui se posent. Et l'absence de preuve d'efficacité ne veut pas dire la preuve d'absence d'efficacité d'une prise en charge. Et ça veut dire que la recherche clinique doit constamment être soutenue, doit constamment être poursuivie pour apporter des données de preuve dans notre discipline comme dans les autres disciplines. Voilà, les deux dernières critiques nous concernent moins, en tout cas pour celle qui dit que la quantité des recommandations est devenue ingérable. Voilà, j'ai repris une diapositive, mais chez nous, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, je ne vais pas vous décrire de façon très précise le processus de construction des recommandations de bonne pratique. Je ne voudrais pas être en redondance avec ce qui vous a été dit précédemment par Madame Compagnon. Puis après ça, je pense que vous allez, j'espère, beaucoup d'entre vous, être associés aux travaux qu'il y a à conduire, et donc vous verrez sur le terrain comment on procède. Quelques points importants quand même, au-delà du fait qu'on, bien entendu, on utilise les données de la science pour construire ces recommandations. Le processus lui-même de la construction de la recommandation repose sur l'idée qu'on constitue un groupe de travail qui va être représentatif des utilisateurs de la recommandation. Ça veut dire que non seulement on va solliciter des experts, mais on va aussi solliciter des experts de la pratique commune du soin médical. Et donc dans ces groupes de travail, il est extrêmement important qu'il n'y ait pas que des professeurs, par exemple, mais qu'il y ait aussi des acteurs, des acteurs de terrain, et puis bien entendu d'autres experts du soin qui sont les usagers. La deuxième chose importante, c'est qu'une recommandation, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit acceptable, c'est-à-dire que non seulement elle soit pertinente et qu'elle réponde aux questions qui se posent par le terrain, mais aussi qu'elle ne soit pas trop compliquée, qu'elle soit possible à mettre en œuvre. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut veiller. Une fois le processus de la recommandation passée, elle est après ça publiée, diffusée, et on va en dire un mot également. Alors, à quoi ça sert les recommandations de bonne pratique? Là, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Ça sert bien évidemment à encadrer les pratiques, à améliorer la qualité des soins, à travailler aussi sur les organisations des soins et pas seulement sur les pratiques. Et les recommandations parcours vont poser beaucoup la question des organisations. Elles aident à la décision publique. Par exemple, au comité santé mentale et psychiatrie, participent des représentants des pouvoirs publics qui sont intéressés à ce que des recommandations puissent donner des éléments d'éclairage sur des éléments réglementaires ou des moyens qui doivent être mis à disposition pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations.
Elles sont absolument essentielles pour la formation et je dirais aussi pour l'image de la discipline. Une discipline qui a un corpus de recommandations de bonnes pratiques suffisant est une discipline qui va être attractive pour les étudiants. Ça va avoir du sens pour eux. Et puis bien entendu, c'est pour la formation initiale, mais bien entendu en formation continue, c'est quelque chose de tout à fait majeur. Les recommandations servent aussi à informer le grand public. Et il existe dans des documents prévus pour les usagers et éventuellement facile à lire et à comprendre pour certains types de recommandations. J'ai dit un mot sur le fait que les recommandations de bonnes pratiques sont également extrêmement utiles pour le financement et le soutien financier. Avant de conclure, je voudrais vous dire un petit mot de la question de l'appropriation. Parce que écrire des recommandations de bonnes pratiques, c'est bien. Si c'est pour qu'elles aillent dans des tiroirs et qu'on ne s'en empare pas, bien entendu, c'est catastrophique. Je vais passer très rapidement sur cette histoire qui illustre à quel point le fait d'avoir connaissance d'un fait scientifique ne veut absolument pas dire qu'on va le mettre en œuvre en pratique. Et vous connaissez peut-être l'histoire de la prévention du scorbut par la vitamine C. C'est une histoire extrêmement classique. Il a fallu au total 368 ans entre le moment où on a eu un doute sur le fait que les agrumes pouvaient prévenir le scorbut sur les bateaux, jusqu'à la mise en œuvre systématique par la marine britannique de la mesure de prévention de distribuer des jus de citron sur les bateaux. Au jour d'aujourd'hui, on considère que ça va beaucoup mieux puisqu'il n'y faudrait plus que 17 ans pour qu'une donnée de la science soit mise en œuvre dans nos pratiques. Bon, c'est une évaluation qui en vaut une autre, en tout cas sûrement beaucoup moins de temps, mais ce qui est en revanche dommageable, c'est que seule une toute petite partie des preuves sont réellement mobilisées dans les pratiques quotidiennes. Alors la question de l'appropriation par le terrain, lorsque j'ai fait part de mon intérêt pour les recommandations de bonnes pratiques dans mon entourage, professionnel en particulier, il m'a beaucoup été posé la question de l'opposabilité des recommandations de bonnes pratiques, c'est-à-dire est-ce que finalement, lorsqu'il existe des recommandations, est-ce qu'elles sont opposables? Ça veut dire est-ce que par la contrainte, finalement, il est possible, en tout cas un certain degré de contrainte, d'accompagner les professionnels à utiliser les bonnes pratiques. Et c'est effectivement ce qui a pu être décidé, et il y a eu récemment 2 jugements de la Cour d'appel de Pau puis de la Cour de cassation, qui les juges ont considéré qu'en effet les recommandations de bonnes pratiques sont opposables aux professionnels de santé qui se doivent de prodiguer des soins conformément aux données acquises par la science, dès lors que ces recommandations de bonnes pratiques sont antérieures aux faits litigieux. Le deuxième élément, on va dire, de contrainte, en tout cas de conviction par des éléments extérieurs, c'est le contrôle, l'accompagnement, l'incitation financière. Mais une autre façon, je pense, plus vertueuse et plus efficace de soutenir l'appropriation des recommandations de bonnes pratiques, c'est par l'engagement de tous. Quand on est tous ensemble, on va plus loin, on va plus fort. Et donc que l'ensemble des acteurs et des professionnels et des usagers convaincus par la pertinence des recommandations œuvrent tous ensemble pour qu'elles soient utilisées. C'est une question qui se pose en psychiatrie comme elle s'est posée à la Haute Autorité de Santé dans tous les domaines de la santé. Et il y a une commission qui a travaillé sur l'impact, une commission créée pour réfléchir à la question de l'impact des recommandations au sein de la HAS, qui a proposé quelques conclusions que je vais vous résumer très rapidement. Pour qu'une recommandation de bonne pratique soit utilisée, il faut qu'elle réponde à des attentes, il faut que la question qu'elle pose et l'éclairage qu'elle donne soit une question qui est une question pour les professionnels de terrain et pour les patients. Il faut qu'elle tienne compte des déterminants de la pratique, il faut qu'elle soit pertinente et qu'elle ne soit pas trop complexe. Il faut qu'elle s'appuie sur des données de sources variées, non seulement les données de preuve qu'on a évoquées, mais aussi d'autres types de données, en particulier celles qui vont éclairer sur les pratiques existantes actuelles et leurs déterminants, je vous le disais. Il faut que les recommandations soient actualisées. La durée de vie d'une recommandation, on considère que c'est entre 3 à 6 ans. Au-delà, il y a eu trop d'évolution des choses pour qu'elles soient encore pertinentes et elle n'est plus identifiée comme pertinente par les professionnels. Il est important, je vous le disais, que des contributeurs multiples aient été mobilisés pour l'écriture de la recommandation dans une délibération collective. Le partenariat lors du processus d'élaboration et d'accompagnement de l'implémentation est absolument
essentiel. Et on peut mobiliser beaucoup d'acteurs. Un dialogue régulier avec les formateurs, formation initiale, formation continue, est indispensable. Et puis, en conclusion, la HAS nous dit qu'il est important d'être présent partout où c'est possible. Et en particulier en utilisant les réseaux sociaux dans des outils numériques. Alors, en conclusion, vous aurez remarqué que je n'ai pas beaucoup parlé de psychiatrie, pourtant c'est évidemment le sujet qui me tient à cœur. Nous sommes, et c'est malheureusement une spécificité française, très en retard par rapport à notre communauté internationale sur la production de recommandations. C'est un vrai problème. Ça va être aussi une facilité parce qu'on va regarder aussi ce qu'ont fait les autres et on va pouvoir gagner du temps en évitant leurs erreurs ou en prenant ce qu'ils ont fait de bien. C'est essentiel, je ne vais pas vous redétailler, mais les conclusions, c'est indispensable pour améliorer la qualité des soins. C'est également indispensable pour faire valoir la validité scientifique de nos pratiques professionnelles, leur efficience, et pour défendre l'attribution de moyens dans un contexte budgétaire restreint. C'est absolument indispensable pour soutenir la diffusion de la culture d'évaluation des pratiques qui va au-delà de la simple des recommandations de bonnes pratiques. La HAS nous propose aujourd'hui vraiment un programme ambitieux, un calendrier, va œuvrer, et je pense que je peux en témoigner, pour essayer de trouver des moyens pour notre discipline. Le sujet de la psychiatrie et de la santé mentale est considéré aujourd'hui comme une priorité par la Haute Autorité de Santé. Nous allons avoir à aller vers vous pour vous solliciter, pour vous demander si c'est possible pour vous de contribuer aux travaux qui vont être faits. Et je voudrais conclure aussi par une dernière note d'optimisme. Il y a eu une illustration. Il y a eu tout récemment un webinaire qui a été organisé par la Haute Autorité de Santé sur la diffusion de la recommandation du TDAH de l'enfant. Il y a eu 10 000 inscrits à ce webinaire, 6 000 personnes qui se sont effectivement connectées et qui sont restées pratiquement jusqu'au bout du webinaire. Et ce nombre, pour une première diffusion, est tout à fait exceptionnel et témoigne de l'attente de tous sur ces travaux. Je vous remercie.